Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Au terme personne handicapée, il préfère personne capable autrement. Et si quelqu'un est capable de presque tout, c'est bien lui. Philippe Croison, aujourd'hui âgé de 55 ans, a été amputé des 4 membres à la suite d'un accident survenu le 5 mars 1994. Après des premiers mois difficiles, pendant lesquels il traverse des phases très sombres, il décide de vivre, pour sa famille et notamment pour son second fils tout juste né. Philippe Croison se met alors à fonctionner par objectifs successifs. Le premier, être debout pour le 50e anniversaire de mariage de ses grands-parents. Le deuxième, sauter en parachute. Le troisième, traverser la Manche à la nage. Un exploit qu'il accomplit le 18 septembre 2010, après 13 heures et 26 minutes d'effort, et qui le fait basculer dans une autre dimension. Le quatrième, en 2012, relier les 5 continents à la nage aux côtés d'un nageur valide. Et le cinquième, en 2017, participer au Rallye Dakar. Quel sera le prochain ? Une autre course automobile, l'Africa Eco Race, en 2025. Il commande sur France Info les Jeux paralympiques de Londres en 2012 et chroniqueur sur France 5 pendant plusieurs années, ouvre une académie privée pour nageurs handicapés en 2018, écrit des livres, anime des conférences, toujours avec son énergie et son humour caractéristiques. Et cette semaine, Philippe Croison nous fait le plaisir d'être notre engagé du Figaro. Bonjour Philippe Croison. Bonjour. Racontez-nous le tout début de votre vie. À quoi ont ressemblé votre enfance, votre jeunesse ? Oh, mon enfance, elle est. J'ai quelques souvenirs parce que suite à l'accident, mon disque dur a un petit peu été effacé. Donc j'ai quelques souvenirs et surtout des souvenirs qu'on m'a racontés. Mais moi, mon enfance, c'est ma grand-mère. C'est l'amour de ma vie. Enfin, elle m'a élevé quand j'étais petit, aussi quand j'étais grand et même quand j'étais raccourci. Elle a toujours été à mes côtés. Et ma grand-mère m'a offert son énergie, elle m'a offert sa force. Donc pour moi, mes souvenirs d'enfance, c'est piétiner les plates-bandes, les fleurs de ma grand-mère et aller voir mon grand-père qui faisait un jardin au cordeau. Le 5 mars 1994, votre vie bascule. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs, nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? Mais c'est en voulant emporter au mieux le meilleur qu'il m'est arrivé le pire. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans. Un petit bébé à l'arrivée et la famille allait s'agrandir. La maison était trop petite, il a fallu déménager. Et j'ai voulu récupérer l'antenne de télévision et je suis monté sur le toit avec une échelle d'aluminium. J'ai démonté mon antenne, derrière moi il y avait une ligne de 20 000 volts et j'ai heurté la ligne et à la régie d'électricité ils ont cru que c'était une branche qui était tombée sur la ligne et pour faire sauter la branche ils ont rallumé 3 fois le courant et donc le courant est rentré par les mains et est ressorti par les tibias et là le courant est rentré et là où il est sorti ça a brûlé, enfin ça a plus que brûlé, c'était carbonisé et pour me sauver la vie il a fallu m'amputer des 4 membres et là vont commencer 2 ans d'hospitalisation. Qu'est-ce que vous avez ressenti durant ces longs mois d'hospitalisation et de rééducation, notamment au début ? Au début, quand on se réveille, quand on n'a plus de bras et plus de jambes, le premier réflexe, c'est de dire ta vie est finie, elle s'arrête maintenant. Ça sert à rien de te battre. Vous savez, avec les fameuses 5 phases du deuil d'Elisabeth Küpper-Ross, la première phase, la négation. Et ça, je suis sûr que tous ceux qui nous entendent vont se rappeler, parce que forcément, on est tous passés par là. La négation, on refuse ce qui nous arrive. On refuse la sanction, la punition. Vous savez que les fameux pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Après, vous avez la phase de négociation. Comme je vous dis tout à l'heure, il y a un côté de mon cerveau qui dit laisse tomber mon gars, c'est fini. Et il y a l'autre côté qui dit attends, peut-être que. Après, il y a la phase de dépression, la terrible phase de colère, et enfin la phase du retour à la vie, l'acceptation. Mais surtout les 5 phases que je viens d'expliquer, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Vous m'avez dit, quand on s'est rencontrés au préalable, qu'à un moment, vous aviez décidé de vivre. Est-ce que c'était pour une personne en particulier, pour quelque chose en particulier ? Oui, pour mes 2 garçons. Il faut savoir que quand je sors du coma, 2 mois après mon accident, mon petit bébé arrive au monde en même temps que moi. Moi, je sors du coma, Grégory arrive au monde. Et là, tout le monde vient tenter sa chance pour essayer de me ramener à la vie, mais j'entends rien. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui vient tenter de sa chance lui aussi, avec sa petite phrase anodine, et qui me dit écoute Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune, toi t'es encore vivant, pense à Jérémy. Et là il continue sa phrase, il pense aussi à Grégory. Et là, à partir de ce moment-là, je décide de vivre, d'où le titre de mon premier livre, je décide de vivre, et je change de comportement total. Je mets le masque du clown, hein. J'ai un sourire, je commence à faire des blagues, mais derrière je hurle à la mort. Mais je veux faire du bien à mes proches, mais je décide de vivre. Ouais. Là, à partir de ce moment-là, je vais me battre. Vous êtes resté près de 2 ans hospitalisé puis en rééducation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment on se reconstruit après un tel accident ? Waouh, c'est chaud. C'est difficile. Je pense à tous mes petits camarades d'infortune parce que c'est au jour le jour.
Vous savez, je compare la personne handicapée au sportif de haut niveau qui va aller aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques. Il se défonce pendant 4 ans pour avoir la médaille d'or, le dernier centième de seconde. Nous, on se défonce pour mettre une paire de chaussettes, se brosser les dents seul, manger seul. Voilà, c'est retrouver de l'autonomie. Donc c'est un combat acharné, dur, violent. On transpire beaucoup, il y a beaucoup de noms d'oiseaux qui volent parce qu'on en veut à la terre entière par moment. Des fois, on se retourne, on dit « Waouh, c'est moi qui suis capable de faire ça ?» Et ça fait plaisir. De quoi vous avez été le plus fier ? De quel progrès, de quelle réussite dans ces centres de rééducation vous avez été le plus fier ? Le plus fier, c'est quand je suis arrivé là-bas, je leur ai dit dans 5 mois, c'est les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Dans 5 mois, il faut que je sois debout pour ma grand-mère. Et on s'est défoncé comme des dingues. Et 5 mois après, je suis retourné à Saint-Rémy-sur-Creuse, dans le village où j'ai eu mon accident. La salle des fêtes était pleine à craquer. Et toute la famille, tous les amis, personne ne savait que j'arrivais. Je voulais leur faire la surprise. J'ai mis ces 2 grosses prothèses monstrueuses. Je savais toujours pas marcher. Elles étaient en plâtre, avec un tube en fer et un pied en bois. Bon, bienvenue en 14-18, mais... Et là, on m'a planté devant la porte de la salle des fêtes. Mon père me tenait d'un côté, mon frère de l'autre. Les 2 portes se sont ouvertes en grand. Et là, tout le monde m'a regardé. J'ai dit, oh zut, j'aurais dû être sponsorisé par Kleenex, moi. Et j'ai eu ma grand-mère tout au bout de la salle qui m'a aperçu, qui s'est mis à pleurer à chaudes larmes. On pouvait plus l'arrêter. Et j'ai mis peut-être une demi-heure à arriver vers elle. Tout le monde venait vers moi, me faire des bisous, me taper sur les épaules. Et je suis arrivé vers ma grand-mère, je l'ai attrapée avec mes petits bras musclés, je lui ai fait un gros câlin. Et là, j'avais réussi mon premier pari dans ma vie, marcher pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Et c'est là que j'ai compris que l'impossible n'existait pas. Que l'impossible, c'était juste nous. C'est quoi nos rêves, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos objectifs. Et à partir de ce moment-là, je vais fonctionner par objectif à atteindre. Vous avez connu une nouvelle phase difficile lorsque vous êtes rentré chez vous après la rééducation. Et puis ensuite, vous vous êtes inscrit sur Mythique et vous avez rencontré Susanna. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette période-là ? Finalement, on n'imagine pas forcément, mais ce retour à la maison peut être plus difficile que d'autres étapes ? Ah oui, mais le plus violent, c'est pas l'accident. Hein. Bon, peut-être quand j'ai reçu ma facture d'électricité, mais ça, c'est un autre détail. Mais le plus dur, c'est pas l'accident, c'est pas le centre de rééducation. Le plus dur, c'est ce qu'on a vécu pendant les confinements. Tous ceux qui sont rentrés, on a vécu un truc de fou. On n'est pas préparé à ça. Et je suis rentré à la maison, j'étais pas préparé. Et c'était une torture. Et pendant 7 ans, je l'explique dans mon 3e livre, Plus fort la vie, je suis rentré dans ma phase gros con, dans ma phase où tout m'est dû. Et je suis devenu méchant. Et mon épouse est partie au bout de 7 ans. Et j'ai demandé un coup de main au psy, ça va durer 1 an. Et 3 ans plus tard, je me suis dit, mais je suis pas fait pour vivre tout seul. Et je me suis assis sur un site de rencontre. Et c'est là que j'ai rencontré ma chérie. On dit que l'amour donne des ailes, mais elle m'a donné des palmes pour qu'on puisse réaliser ce fameux rêve de traverser la Manche à la nage. Alors justement, ce fameux rêve de traverser la Manche à la nage, d'où vous vient cette idée ? Elle vient sur mon lit d'hôpital, encore une fois. Quand je me réveille après 2 mois de coma, je décide de vivre pour mes 2 garçons et pour moi. Je demande à une infirmière d'allumer la télévision et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage. C'était Marion Hans. C'était la 2e française à réussir à traverser de la Manche depuis 1875. Et dans mon petit cerveau, je dis pourquoi pas moi un jour ? Pourquoi moi je traverserais pas la Manche à la nage ? Et 12 ans plus tard, on monte une équipe, je leur file le paquet, je dis transformez-moi. À ce moment-là, j'ai 40 ans, je suis gras comme un lardon, j'ai jamais fait sport de ma vie et surtout je sais pas nager. Et en 2 ans de temps, on a fait 4000 km de natation. C'était 35 heures de natation par semaine, 6 heures de gainage par semaine pour atteindre mon rêve, traverser la Manche à la nage, ce qu'on a fait le 18 septembre 2010. Je dis bien on, parce que pour moi le jeu J-E n'existe pas, c'est on avance ensemble et on réussit ensemble. On a traversé la Manche en 13h26 minutes. Et là, ça va bouleverser ma vie une nouvelle fois. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce jour J, ce fameux 18 septembre 2010, qui vous a fait basculer dans une autre dimension ? Un moment de folie. Enfin, je suis tellement prêt, je suis surentraîné. On me met à l'eau, je commence à nager. Le courant est violent. Je suis en panique. Mes pulsations cardiaques sont explosées. Tout le monde, le médecin urgentiste à bord du bateau est en panique parce que mes pulsations cardiaques montent à plus de 160. Alors, je me suis entraîné pendant 2 ans à 110, 120. Et au milieu de la Manche, je suis malade, j'ai froid, j'ai des coliques. Et là, je me remotive, mon équipe me remotive. Je repars. Le plus fou, c'est que j'arrive sur le Cap Griné, j'ai une plage d'arrivée de 20 km de long, et le courant, la marée, en pleine nuit noire, la tempête se lève, j'arrive sur le Cap Griné dans les roches, et là, mon entraîneur veut m'arrêter, toute l'équipe veut m'arrêter, et là, je hurle dans la mer, je dis jamais vous m'arrêterez, vous m'entendez ? Jamais. J'ai trop souffert, Susanna et moi, on en a trop bavé, on va au bout. Et là, Jacques et Arnaud, les 2 nageurs de distance, se mettent à ma droite, et un à ma droite, un à ma gauche, l'huissier qui monte sur une petite barque. Et là, on part dans les vagues, mais je suis balancé à droite, à gauche, mes pulsations cardiaques, on monte à plus de 160, j'arrive plus à respirer, j'essaie de lever la tête pour voir le Cap Griné, je vois rien. Et là, Jacques Tuzet me gueule dessus, l'huissier me gueule dessus, j'arrive au bout de 26 minutes sur les roches, j'entends, je me pose les fesses, et là, je pousse un grand cri, l'huissier allume sa grosse lampe torche, je fais, je suis rendu. Et là, Jacques et Arnaud m'éloignent parce qu'il y a une grosse vague qui m'a propulsé dans les roches. Et ce que je vais vous raconter là, c'est certainement le coup du destin ou le coup du grand n'importe quoi. Mais le jour où on a quitté côte anglaise, on était 12. On est 4 à avoir réussi sur les 12, 3 nageurs valides et moi. Et moi, je suis arrivé à droite du Cap Griné. Et il y a un nageur qui est arrivé à gauche du Cap Griné. Et bien, toute ma famille, mes amis, tous ceux qui ont fait le voyage pour découvrir mon arrivée, ils ont tous couru à gauche du Cap Griné, à l'envers de là où j'étais. Et il y en a que 2 qui sont partis à droite. C'est Jérémy et Grégory, mes 2 garçons. Ils sont partis avec un copain, Jacques Desroches et une élue du département. Ils sont arrivés en haut de la falaise 5 minutes avant que je m'éclate. Et quand Jacques et Arnaud m'ont éloigné, dans la nuit noire, j'ai entendu « Papa, t'es le plus fort du monde, on t'aime, papa !» Et là, j'avais retenu 13h26 minutes d'émotion. J'ai jeté mon masque et mon tuba et j'ai crié « Moi aussi, je vous aime, mes garçons !» Je les voyais pas, la falaise était trop haute.
On met à bord du bateau, je vois Susanna en larmes dans les bras de mon entraîneur. Mon entraîneur en train de pleurer. Le médecin gentil pleurait. Les 2 pêcheurs anglais que je connaissais pas étaient en train de chialer. Même l'huissier était en train... J'ai fait pleurer un huissier. Et là, on repart vers l'Angleterre en pleine tempête. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais pas traversé la Manche, qu'on avait traversé et qu'on avait réussi tous ensemble. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, cette traversée de la Manche ? Au début, j'étais effrayé par la tempête médiatique. Parce qu'au départ, je l'avais fait qu'avec mon petit France 3, Poitou-Charentes et ma petite radio locale, France Bleu. Et c'est devenu une tempête médiatique que je pouvais plus contrôler à travers le monde. Et je l'ai fait. Et tout le monde m'a dit ça va s'arrêter au bout de 15 jours. Et vous voyez, ça fait pratiquement, je sais pas, depuis 2012, ça s'est jamais, depuis 2010, pardon, ça s'est jamais arrêté. Donc voilà, j'aime ma vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais des conférences positives. Comme je dis, depuis que j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts, je suis devenu distributeur d'énergie positive, donc c'est plutôt cool. Donc je fais à peu près une conférence tous les 2-3 jours. Je fais à peu près une centaine de conférences par an, voire plus des fois. Et donc pour moi, c'est du bonheur, c'est partager avec les gens. Le maître mot, c'est partage. Après cette fameuse traversée de la Manche à la nage, vous êtes lancé dans d'autres projets, notamment l'opération Nager au-delà des frontières, pendant laquelle vous avez relié 5 continents à la nage avec un nageur valide en 2012. Arnaud Chasserie, oui. Voilà. Et le rallye Dakar en 2017. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être vos moments les plus forts de ces 2 grands projets, de ces 2 grandes expériences, et nous dire ce qui vous a poussé, ce qui vous motive dans le fait de vous lancer dans des projets extraordinaires comme ça ? Alors, je fais pas des projets pour faire un projet et dire voilà, c'est beau, c'est magnifique. C'est parce que j'ai juste envie. Je me pose pas la question après, est-ce que je peux ? Je fais. Beaucoup trop de gens dans notre société ont des rêves, des envies, des objectifs, mais en deuxième position, ils vont mettre la peur. Et c'est fini pour eux. C'est terminé, ils iront pas. Et arrivé en fin de parcours, ils vont dire merde, si j'avais su. Ben oui, mais tu le savais. C'est la peur, ton éducation et ainsi de suite qui t'a empêché de le faire. Donc moi, un de mes plus bons moments, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le jour où on se jette à l'eau pour relier l'Océanie à l'Asie. On avait vécu pendant 3 semaines avec les Papous. Et il y a un papou qui s'est jeté à l'eau avec nous. Sauf que le problème, c'est que le papou, il savait pas nager. Et donc, il plongeait, il regardait Arnaud comme il nageait par en dessous, il remontait à la surface. Et on a fait 7h35 minutes de nage pour atteindre l'Indonésie. Et à l'arrivée, il y avait un nageur valide, un handicapé et un papou. Et l'aventure Nager au-delà des frontières venait de commencer. Merveilleux, non ? Rien que par la volonté, il était au bout avec nous, sans entraînement, sans rien. On lui a filé nos produits énergétiques au milieu, quoi. Et après, moi, ce que j'ai aimé aussi dans le Dakar, c'est le travail d'équipe, les mécanos qui étaient morts, parce que j'étais en panne tous les jours. Je rentrais à 1h, 4h du matin, derrière un camion, derrière une bagnole avec une corde. Mais je rentrais, quoi. Et je dis au mec, vous avez 1 heure pour réparer la bagnole. Je fais 1 heure de kiné, je bois, je mange, je vais dormir un petit peu, je remonte dans la voiture et on repart. Et ça, pour moi, c'est du dépassement de soi, quoi. Il y avait mon dépassement de soi, mais il y avait surtout le dépassement de soi de l'équipe, quoi. Et on a été au bout encore une fois. Et pourquoi la natation puis l'automobile ? Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce nouveau projet-là ? C'est Susanna. Franchement, c'est Susanna. Ça faisait 3 ans qu'après les 5 continents que je faisais pas grand-chose, mes conférences à droite à gauche. Et c'est elle un matin qui me dit, chérie, j'aimerais bien repartir à l'aventure avec toi. T'as pas une idée ? Et depuis tout gamin, je regardais le Dakar. Et je dis, j'ai dit comme ça. Je dis, je vais être pilote sur le Dakar. J'ai jamais été pilote de ma vie, j'avais plus de bras, plus de jambes. Il fallait construire une bagnole autour de moi. Et l'aventure était lancée. Et comme je suis à chaque fois, j'ai pas 1 euro, j'appelle plein de monde. J'ose des choses, je tente ma chance. Et bien sûr qu'il y en a plein qui vont dire non, mais il y en a qui vont dire oui. Et à partir du moment où quelqu'un a dit oui, l'aventure est lancée. Et c'est comme ça que j'ai trouvé des ingénieurs et ainsi de suite pour monter une bagnole et aller au Dakar. Et quel est votre prochain rêve aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous nous réservez ? J'ai envie de retourner sur le rallye raid avec un véhicule à hydrogène. Là, je recherche des partenaires, c'est très compliqué, donc ce serait pour 2025. Et là, on va faire la course du Dakar, la vraie course du Dakar. On va partir de Monaco, parrainé par le Prince Albert, et on va arriver à Dakar, comme à l'ancienne course. Et donc là, actuellement, je recherche des partenaires. À bon entendeur, hein. Merci pour votre écoute. Vous m'avez dit, quand on s'est rencontrés la première fois, que vous préfériez la formule « personne capable autrement » à celle de « personne handicapée ». Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à une personne capable autrement qui écouterait ce podcast ? Ose, arrête d'attendre. Surtout, arrête d'attendre que les gens viennent vers toi. Tu vas attendre trop longtemps. Et surtout, tu vas attendre même vraiment très très longtemps. Donc c'est à toi d'aller vers les gens, de les bousculer, de les provoquer, de leur demander un coup de main. Ose demander un coup de main. Parce que ça aussi, c'est culturel dans notre société. Demander un coup de main, c'est vécu comme un moment d'échec, comme un moment de déshonneur. Vivez-le comme un moment de partage. Moi, sans les coups de main, j'aurais jamais réussi mes aventures. Même si 99% des gens me disent, mais Philippe, c'est pas possible. Tu peux pas traverser la Manche. Tu peux pas relier 5 continents. Tu peux pas être pilote sur le Dakar. Et pourtant, il y a 1% qui y a cru, mon équipe et moi. Et on a montré à ces 99% de pessimistes que tout était possible. C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos envies? C'est quoi vos objectifs? Donc, c'est vraiment le message que je leur délivre. Osez. Osez interpeller les gens. Et qu'est-ce que vous diriez à une personne valide qui serait confrontée à cette question du handicap? Ouais, arrête d'avoir peur. Parle-nous normalement, franchement. Tu sais, avant d'être une personne handicapée, je m'appelle Philippe, il s'appelle Christophe, il s'appelle Youssef, elle s'appelle Rachida. Et accessoirement, c'est une personne capable autrement. C'est une personne en situation de handicap. Vous savez, c'est pas moi qui suis en situation de handicap, c'est ma société. Si ma société était adaptée, je ne serais plus une personne en situation de handicap. Je serais un citoyen comme tout le monde. Donc voilà, n'ayez pas peur, franchement, parlez-nous normalement. Question rituelle de fin d'émission déjà.
aujourd'hui vous étiez notre engagé du Figaro, si vous étiez à ma place, qui serait votre engagé ? Pour moi, c'est sans nul doute ma chérie Susanna. Parce que dans mes aventures, là j'en ai de l'émotion, j'ai la moutarde qui montonnait, mais dans nos aventures, il y a le personnage qui est dans la lumière, qui a nagé, mais ce qu'elle a réalisé, elle, mais c'est un truc de dingue. Imaginez, on avait 5 enfants. Fallait qu'elle s'occupe des enfants, fallait qu'elle s'occupe de son mari qui était lourdement handicapé. Comme je le dis, c'est à la fois mon aimante et mon aidante. Vous savez, en France, il y a 12 millions d'aidants qui n'existent pour personne. La société ne les reconnaît pas. Ils demandent juste un statut, juste avoir une reconnaissance de dire on existe pour vous. Parce que c'est une économie phénoménale pour la société. Donc il y a 12 millions d'aidants qui sont là, qui existent. Et ils le font par amour. Vous savez que l'espérance de vie d'un aidant, c'est 15 ans inférieure à la moyenne normale. 15 ans, tellement ils sont fatigués, usés. Et ma chérie, elle a tout donné. Et moi qui étais un aidé, je ne me suis pas rendu compte. Et plus elle en donnait, plus je lui demandais. Donc elle a laissé tomber sa santé, elle a tout laissé tomber. Et aujourd'hui, elle s'est reconstruite, elle va beaucoup mieux. Pour moi, le super warrior, la guerrière, c'est Susanna, ouais. D'ailleurs, elle a écrit un livre qui s'appelle Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros, une femme. Qu'est-ce que je prends dans le bouquin ? Mais avec beaucoup d'amour. Merci Philippe Croison. Merci Aude, et à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.